prédateur féroce vit dans nos villes et dans nos maisons. Un opportuniste doté de sens sophistiqués, sans cesse aux aguets. Un carnivore que la nature a programmé pour vivre dans des tanières et pour tuer ses proies. Le chien est un loup qui a décidé de vivre parmi les hommes. Sa présence à nos côtés remonte à l'aube de la civilisation. Les hommes et les chiens ont beaucoup de choses en commun. Ces deux races animales ont besoin de rester en groupe, non seulement pour survivre, mais aussi pour atteindre un certain bien-être psychologique. Charlie, le limier, fait partie de la famille. Elle représente sa meute et il comprend le déroulement d'une journée. Il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur le lit et il descend à temps pour ne pas se faire prendre. De même qu'un loup garde ses distances par rapport au chef de la meute. Charlie est à l'aise au sein de la vie de la famille. Il veut en faire partie. Les chiens qui vivent en ville acceptent facilement les restrictions de la vie en appartement. Voici la tanière de Pat et Abby, les chiens de la famille. Ils obéissent au dominant. Quand le dominant se lève, il se lève. Quand le dominant mange, il mange. Pat et Abby vivent en harmonie avec leur meute. Grâce aux odeurs que nous rapportons de l'extérieur, ils savent où nous sommes allés, ce que nous avons fait et quels chiens nous avons rencontrés. Grâce à son odorat, Abby saura que son maître est malade avant que celui-ci ne le sache. Bien que les chiens partagent la vie des hommes depuis 15 000 ans, ils dévorent toujours leur nourriture comme si leur vie en dépendait. Pat est avant tout un charognard. Les loups ne chassent que s'ils y sont obligés. Ils préfèrent voler leur nourriture. C'est comme ça que leur route a croisé celle des hommes. Ils se sont approchés des camps la nuit pour voler de la nourriture. Les ancêtres de Clive, le bulldog, étaient élevés pour se battre contre les taureaux. Ils attrapaient l'animal par les naseaux et rien ne pouvait leur faire lâcher prise. Les mâchoires des bulldogs peuvent développer une puissance de 200 kg. Clive a faim. Assis. Assis. Mais Clive est un membre subalterne de la meute. L'animal dominant mange toujours en premier.
Il dit à Clive de reculer et continue à manger. Clive doit attendre son tour. Va-t'en. Il est encore trop près. Mieux vaut rater un repas que risquer une correction du chien dominant. Même si nos mondes présentent de grandes similarités, nous les percevons de manière très différente. Au contraire des hommes, les chiens ont gardé l'essence très développée d'un chasseur. Certes, Rosie, le Jack Russell, est mignon, mais c'est aussi un chasseur téméraire que les hommes ont élevé pour l'envoyer sous terre, débusquer et attaquer les renards et les fouines. Même dans l'appartement confortable de ses maîtres, Rosie est sans cesse à l'affût. Tout son système sensoriel est en alerte pour lui permettre de survivre dans un environnement hostile. Bien qu'elle passe la plus grande partie de sa journée à faire la sieste, Rosie peut se transformer en un instant en un gardien redoutable. Les chiens perçoivent les moindres changements de notre comportement. Rosie sait que chaque jour, un danger menace le territoire de sa meute. Elle est sans cesse aux aguets, surveillant le moindre mouvement ou le moindre bruit qui lui indiquerait que sa meute a repéré le danger avant elle. Mais ça n'arrive jamais. Rosie entend une menace qui s'approche longtemps avant les hommes. Elle a l'oreille fine. Sa perception des bruits est 4 fois plus efficace que celle des hommes. Prévenue à l'avance, elle est la seule à pouvoir tendre son embuscade. Le comportement de Rosie peut nous paraître inutile, mais il est indispensable à sa survie. Chaque jour, le danger arrive, et chaque jour, elle le repousse. Chaque jour, son ouïe sauve sa meute. Quail, le labrador noir, est capable de distinguer 2 notes séparées seulement par un 1/8 de ton. C'est ce qui lui permet de reconnaître le moteur de la voiture de son maître parmi tous les autres. Et non seulement il reconnaît le bruit du moteur, mais il entend aussi les bruits particuliers de la roue arrière, de la boîte de vitesse et de la courroie du ventilateur. Pour nous, ce n'est qu'un bruit, mais pour Quail, ces sons lui permettent d'identifier une voiture parmi des centaines d'autres, sa voiture. Les oreilles de Quail fonctionnent un peu comme un radar. Il peut localiser et identifier des bruits que nous n'entendons même pas. Il entend des sons de haute fréquence, comme les cris et les grincements émis par de petites proies, comme les rats ou les souris.
Toutes ces informations doivent être analysées. Une partie importante du cerveau du chien lui sert à analyser les sons. Quail est capable de percevoir des sons lointains comme s'ils étaient proches. Il peut aussi détecter des sons très aigus. Ces capacités le font vivre dans un monde très différent du nôtre. C'est l'équivalent auditif de la vision au rayon X. Quail choisit les sons qui l'intéressent. Il élimine ceux qui lui apparaissent inutiles. Les hommes ont également cette capacité, mais moins développée. Quail a hérité tous ses talents du loup. Son ouïe lui permet de chasser et de localiser ses proies en moins de 6 centièmes de seconde. Malgré l'efficacité de leur audition, les chiens ont un système sensoriel dominé par l'odorat. Charlie, le limier, vit dans un monde d'odeurs complexes que nous ne percevons pas. Même le vieux Charlie peut renifler des odeurs que les instruments scientifiques les plus sensibles ne peuvent percevoir. Son nez contient 220 millions de récepteurs d'odeurs, alors que celui de l'homme en a à peine 5 millions. Si les membranes qui tapissent son nez étaient étalées bout à bout, elles couvriraient une surface de 7 mètres carrés. Celle d'un homme n'occuperait qu'un demi-mètre carré. En reniflant autour de lui, Charlie absorbe les odeurs qu'il retient dans sa cavité nasale pour les examiner, un peu comme un homme garde le vin en bouche pour le déguster. Son odorat lui permet d'examiner les odeurs corporelles, celles laissées par les pattes et les fourrures d'autres animaux. Il peut ainsi reconnaître ses amis de ses ennemis. Pourtant, en nous déshabillant, nous le privons de ces informations d'une importance vitale. L'odorat de Charlie est si affiné qu'il peut distinguer tout un bouquet d'odeurs là où nous ne percevons qu'une seule odeur. Mais certaines odeurs sont plus fortes que d'autres. Dans la nature, les loups se servent de leur odorat pour chasser. Quail est un chien dressé pour la chasse, capable de lever un gibier à l'odeur. Il renifle l'air pour détecter les moindres senteurs dans la poussière ou dans les vapeurs d'eau. Il peut faire bouger sa truffe pour déterminer d'où vient une odeur et la suivre à la trace. En passant à travers la forêt, les gibiers laissent derrière eux une piste odorante que Quail suit sans difficulté. La vision de Frankie le collet est très différente de celle des hommes. Son odorat et son ouïe permettent à un chien de détecter une proie, mais c'est en la voyant bouger qu'il se mettra en chasse.
Son champ de vision est très large, 70% plus large que celui d'un homme. Mais sa vision est moins précise que la nôtre. Il ne distingue clairement que les objets en mouvement. Les chiens sont 10 fois plus sensibles au mouvement que nous ne le sommes. C'est très utile pour surveiller l'horizon à l'affût d'une proie. Frankie ne voit pas les couleurs comme nous. Nous voyons le rouge, le bleu et le vert. Frankie ne voit que le bleu et le vert. Les yeux de Frankie sont parfaitement adaptés à l'obscurité, ce qui lui permet de chasser à l'aube et au crépuscule. Frankie entre dans la grange, car il sait par expérience qu'il va y trouver des proies. Les pupilles de ses yeux s'élargissent. Elles s'ajustent à l'obscurité ambiante. Des cristaux spéciaux au fond de son œil réfléchissent la moindre lueur et son nez capte l'odeur alléchante de défection des rats. Ses oreilles se redressent au moindre couinement. La chasse commence. Mais un concurrent veille. Le faucon a une vision d'une précision diabolique. Du ciel, il peut repérer une souris à des kilomètres de distance. Mais il doit attendre qu'une proie traverse son champ de vision. Frankie est un chasseur plus complet. Son odorat et son ouïe lui permettent de repérer le rat et de s'en rapprocher. Pourtant, dans l'obscurité complète, ses yeux ne lui sont d'aucun secours. Des poils spéciaux sur le museau lui permettent de sentir des objets qui se déplacent, même s'il ne peut pas les voir. Le faucon mettrait bien le rat à son menu. Frankie le lui abandonne sans discuter. Les chiens ont été dotés par la nature de tous les outils nécessaires pour attraper leur proie, mais pour la plupart, ils en sont incapables. La faute en revient aux hommes qui les élèvent et qui les dressent pour en faire des animaux civilisés. En naissant, les chiots ont des instincts de chasseurs qu'ils devront développer pour devenir efficaces. Dès leur plus jeune âge, les chiots jouent à chasser. Âgés d'à peine 6 semaines, les chiots d'Anne-Marie commencent à s'intéresser à autre chose qu'à eux-mêmes et à leur mère. Ils attrapent et mordent tout ce qu'ils trouvent. Pendant cette période, la partie de leur cerveau qui contrôle la communication se développe rapidement. Les chiots commencent à penser comme une meute le ferait. Ils s'intéressent même aux moutons. Mais peu de chiens ont l'occasion de développer leurs instincts au-delà de ces jeux enfantins. Pour la plupart, les chiens de compagnie sont séparés de leurs parents et de leurs frères et sœurs à l'âge de 8 semaines. Ceux-ci sont des chiens de travail. Ces chiots de 5 mois sont entraînés pour devenir des chiens de berger. Come on, come on. You may, come on.
L'instinct des chiens de berger les pousse à garder les moutons. Tommy et Freddy et leur sœur n'ont pas appris ce comportement. Ils travaillent naturellement en équipe. Mais ce talent inné doit être encouragé pour se développer. Leur mère les surveille, prête à les aider. Elle sait que tous les chiens de berger ne seront pas aptes au service. Dans ce groupe, Tommy ne manque pas d'enthousiasme, mais il empêche les autres de travailler. Il faudra que ce comportement cesse, ou il sera vendu comme chien de compagnie. Ces chiots sont encore trop jeunes pour travailler, et pour le moment, Rebecca se contente de leur apprendre qu'il ne faut pas mordre les moutons. Une fois qu'ils auront compris cette règle essentielle, ils pourront suivre les troupeaux. Ce n'est que quand ils atteignent 6 mois que l'on peut reconnaître les chiens qui feront de bons chasseurs ou de bons bergers. Tommy a enfin compris qu'il devait laisser Freddy faire son travail. Mais Freddy commence tout juste à apprendre à aider Tommy. Il s'intéresse plus à son frère qu'aux moutons. À ce stade, tous deux sont capables de réunir le troupeau, mais ils ne savent pas encore le faire avancer. Les chiens de compagnie ont rarement l'occasion de se comporter comme des chiens de travail. Quand le chef de la meute sort de la tanière, c'est le début de la chasse. Des loups adultes suivraient silencieusement, en groupe. Pat et Abby semblent adultes, mais ils se comportent toujours comme des chiots excités. Ils continuent à se comporter de la même manière que quand ils ont été séparés de leur mère à l'âge de 8 semaines. En les nourrissant, en déterminant l'heure et la durée de leur promenade et en contrôlant leurs comportements instinctifs, nous empêchons nos chiens de grandir. Bien qu'adultes, Pat et Abby continuent à jouer à la chasse comme quand ils étaient jeunes. Aucun chien adulte ne leur a jamais montré comment tuer leur repas. Pour des chiens citadins comme ceux-ci, les promenades dans le parc sont une occasion de jouer, et rien d'autre. Courir après une balle ou un morceau de bois est un comportement de chiot. Dans une portée, les chiots jouent ainsi ensemble avec des morceaux de bois. Mais ce n'est pas qu'un jeu. C'est aussi un moyen de déterminer la hiérarchie au sein du groupe. Quail taquine Pauline avec le bâton, car comme tous les jeunes, il teste l'autorité de l'animal dominant. Il insiste pour voir s'il peut contester l'autorité de Pauline. Même s'il lui arrive de remporter une partie, Pauline reste le maître. En domestiquant le chien, l'homme a créé de nombreuses versions du loup. Outre le fait de garder nos chiens dans un état d'adolescence permanente, nous les avons modifiés génétiquement. Le loup porte dans ses gènes un message qui lui apprend comment chasser. Ce message est clair. Repère la proie, traque-la, attrape-la,
mords-la et mange-la, et travaille en groupe. Parmi les loups, certains sont plus doués que d'autres pour des aspects particuliers de la chasse. L'homme a remarqué ces différences et l'élevage lui a permis de les mettre en valeur. C'est ainsi que certaines caractéristiques génétiques ont disparu, alors que d'autres ont été renforcées, entraînant une diversification des races canines. Imaginez ce qui se passerait si on appliquait la même sélection aux hommes, en faisant se reproduire ensemble des sportifs de haut niveau, par exemple. Les lévriers ont été élevés pour attraper et tuer des lièvres. Flint, le lévrier, ne sait pas garder des troupeaux, mais il est rapide, très rapide. Il court le 100 mètres en 5 secondes, 2 fois plus vite que l'homme le plus rapide. Ses accélérations sont fulgurantes et il atteint rapidement sa vitesse de pointe, 60 km/h. Comparés aux chiens, les hommes sont des animaux lourds et lents. La cage thoracique de Flint, ses muscles surdéveloppés, sa tête, son torse léger et son endurance incroyable sont le résultat de centaines d'années d'élevage pendant lesquelles on a fait se reproduire entre eux des chiens rapides. Flint peut courir une journée entière sans se fatiguer. D'autres chiens ont une origine génétique moins clairement déterminée. Pat, le bâtard, décrit des cercles autour de sa meute, comme le faisaient les loups autour des cerfs. C'est un reste de comportement instinctif de prédateur. Pat doit avoir un ancêtre chien de berger qui le pousse à agir ainsi. Il ne connaît pas la finalité de ce comportement, mais il agit ainsi par plaisir. Oh, come on, Clive. Clive est une véritable contradiction. Sa race était à l'origine élevée pour le combat, mais depuis 200 ans, les bulldogs ont aussi appris à être dociles. Compagnons des aristocrates, les caniches, en un demi-siècle d'élevage intensif, sont devenus quelque peu névrosés. Il est difficile de croire que Clive et Chacha descendent tous les deux d'un tueur aux longues pattes. Pour d'autres races, c'est plus évident. Bolt est un animal rare. C'est un chien dressé pour l'attaque.
Les chiens d'attaque sont dressés pour mordre au commandement. Bolt obéit parfaitement à son maître et à ses enfants, mais la nuit, quand ils patrouillent dans leur propriété, il représente un danger pour les intrus. Au contraire de la plupart des autres chiens, Bolt a été dressé pour renforcer son comportement naturel, la chasse. Les chiens vraiment dangereux sont ceux qui attaquent vite et silencieusement. Ils frappent leurs victimes avec la force et la détermination d'un loup affamé. Quand la menace est moins directe, le comportement de Bolt est différent. Ces aboiements peuvent paraître agressifs, mais ils ne font pas partie de la chasse. C'est un moyen de communication entre l'homme et le chien. Le cri d'alerte d'un loup est presque inaudible. L'aboiement du chien est un mélange de ce cri de loup et des appels au secours d'un chiot. Bolt est menaçant, mais il prévient également sa meute. Il demande de l'aide. Cet appel au secours est uniquement destiné aux humains. Grâce à leur ouïe perçante, les chiens n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre de leurs congénères. Les meutes de loups délimitent leur territoire par l'urine et la défécation. Ils placent également des veilleurs aux frontières du territoire pour chasser les intrus. Les chiens jouent ce rôle pour nous protéger. Ils marquent et surveillent le territoire de la meute. Mais les hommes ne respectent pas ces signaux cachés et détruisent les frontières soigneusement érigées. L'arrivée du camion des poubelles est une menace. Rosie se met à aboyer et prévient les autres chiens du voisinage. Tous aboient pour défendre leur territoire. Ils savent par expérience que s'ils aboient assez longtemps, la menace va s'éloigner. Les chiens sont persuadés que c'est leurs aboiements qui font partir le camion. Pourtant, confrontés à un intrus, la plupart des chiens ne savent pas quoi faire. Outre leurs aboiements bruyants, les chiens disposent d'un système de communication tout aussi sophistiqué que le nôtre. Snap et Twiggy émettent des effluves chimiques à partir de leurs organes reproducteurs et de glandes situées dans la bouche, dans l'anus et à la base de la queue. Ces phéromones renferment d'importantes informations sur le statut social, l'état physique et psychologique, l'âge et la parenté de l'individu. En se reniflant, Bertie et Scoff se disent bonjour à la manière chien. Des attitudes et des expressions font également partie du système de communication canin. Un chien qui remue la queue exprime beaucoup plus que le simple plaisir. C'est un signe d'excitation. Scoff est nerveux, il veut fuir, mais il veut aussi rester. Les raisons de côtoyer un autre chien sont nombreuses. La nourriture, le contact, l'agression ou le sexe. Il exprime son indécision, un peu comme un homme qui se balance d'un pied sur l'autre. D'autres expressions sont plus faciles à décrypter.
Oreilles et queue dressée, il est joyeux et à l'aise. Ce chien est timide. La queue entre les jambes recouvre l'anus et bloque les odeurs qui lui sont personnelles. L'équivalent humain serait de dire bonjour en cachant sa bouche derrière sa main. Un chien soumis se couche sur le dos. C'est un signe de respect et de refus de compétition. Les informations que les chiens recueillent en se reniflant sont réparties sur tout leur territoire. Pat n'urine pas seulement pour vider sa vessie. Son urine est remplie d'hormones sexuelles qui informent les autres chiens de son statut et de sa puissance. Il peut aussi savoir qui est passé avant lui. C'est un moyen efficace de laisser des messages. Pour Pat et Abby, chaque lampadaire ou chaque barrière est couvert de messages et d'informations sur l'âge et le sexe des chiens qui sont passés par là. Les chiens se suivent ainsi à la trace sur de longues distances. Les odeurs durent plusieurs jours et les chiens savent exactement de quand date chacune. La fréquence des marques indique l'assurance d'un chien. Plus il laisse sa marque souvent, plus il est sûr de lui. Les autres peuvent alors choisir de l'éviter. Les fesses canines sont aussi très intéressantes pour les autres chiens. Ce sont des cartes de visite qui donnent de nombreuses informations sur leur producteur. Des glandes situées dans l'anus de Chacha fournissent de précieuses informations sur sa condition et son état. Bien que d'un grand intérêt pour les autres chiens, ces cartes de visite personnalisées ne sont pas appréciées des humains qui s'empressent de s'en débarrasser. Les chiens ne comprennent pas que l'on détruise ainsi des informations de la plus grande importance. Malgré toute sa gentillesse, Rosie ne pourra jamais comprendre toutes les subtilités du comportement humain. Chaque visiteur apporte des odeurs du monde extérieur. Elle les accueille avec des démonstrations de joie. Rosie, viens ici. Et bien sûr, après les présentations d'usage, vient le moment de faire plus ample connaissance. Rosie, viens. Rosie, arrête. Tu m'entends? Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Rosie, va-t'en, fiche le camp. Va-t'en. Non, Rosie. Descends. Dehors. Dehors. Si les chiens n'apprécient pas la subtilité des rapports sociaux humains, nous pouvons en dire tout autant. Get out there. Stay out.
Le comportement humain est parfois incompréhensible, mais les chiens s'y sont parfaitement adaptés. Quail a dû s'habituer au fait que nous marchions debout sur nos pattes arrière. Il ne peut pas voir nos oreilles et nous n'avons pas de queue. Deux outils importants de la communication canine. Il a appris que notre station verticale n'était pas menaçante, comme c'est le cas entre chiens. Good boy, Quail. It's a good boy. Quail a appris à décoder le sourire de sa maîtresse. Entre chiens, montrer les dents a une toute autre signification. Peu à peu, en associant le sourire à des gestes calmes et à des mots apaisants, il comprend que notre sourire est un signe de plaisir, qui n'est pas agressif. Quand sa maîtresse parle, Quail a l'air de l'écouter, mais en fait, il la regarde. Les chiens perçoivent nos intentions à travers nos actions et nos expressions et ne comprennent en fait que quelques mots familiers. Si les chiens comprennent si bien les hommes, c'est parce que nos aspirations sont très similaires. Le maître de pattes communique avec lui par le toucher. Ses gestes sont un langage universel. Ils communiquent un sentiment d'intimité. En échangeant nos odeurs, nous créons une odeur commune, spécifique à notre meute. Pour Pat, pendant toute sa vie, les caresses seront la meilleure des récompenses. Des chiens bien élevés contribuent à la bonne santé de leur maître. Ils les calment et les détendent. Ils ralentissent leur rythme cardiaque et leur communiquent un sentiment de bien-être. La marche à pied est un bon exercice, pour le chien comme pour le maître, et il en va de même des caresses. Les heureux propriétaires de chiens attrapent moins de rhume, souffrent moins du dos et de dépression, et sont moins souvent absents de leur travail. Leurs besoins communs sont un lien potentiel très fort entre l'homme et le chien. Mais il faut renforcer ce lien dès les premiers jours de la vie d'un chiot. Rebecca et Anne-Marie viennent chaque jour caresser leur chiot. Même s'il ne peut pas encore voir et entendre, ces chiots de chiens de berger peuvent apprendre à travers le toucher et l'odorat. Plus tôt un chiot est touché et caressé par l'homme, plus il sera familier en grandissant. La relation entre l'homme et le chien est essentiellement une relation primitive. C'est peut-être pour cette raison que nous l'apprécions tellement. Elle nous rappelle notre passé de chasseur. Dès leur rencontre, l'homme et le chien ont collaboré pour garder les troupeaux. Le chien de berger est certainement le spécimen canin le plus proche du loup. Maid, Juno, Bess et le petit Tommy savent ce que Kevin et David attendent d'eux. Ils comprennent qu'ils doivent faire avancer les moutons, travailler ensemble et se parler. Les chiens aiment garder les troupeaux et aider les hommes.
Ils encerclent les moutons et les font avancer. Chacun à son tour remonte le long du troupeau pour empêcher toute fuite. Chaque jour, ils réunissent les moutons et les emmènent vers les pâturages à 7 km de distance. Le petit Tommy est plus efficace que ses frères parce qu'il se concentre plus. Il observe ce que font les autres chiens pour essayer de les aider dans leurs efforts. Tandis que Bess court d'à côté, il sait maintenant qu'il doit passer de l'autre côté pour contrôler et faire avancer les moutons. Même un vieux collet comme Maid a l'instinct de regarder une proie qui se déplace. Les chiens de berger apprennent très jeunes à appliquer ce comportement à la garde des troupeaux de moutons. Sans dressage, Maid et les autres passeraient tout leur temps à regrouper les bêtes, mais sans les faire avancer. Les chiens de berger n'apprennent pas leur métier, ils apprennent à faire ce que le berger attend d'eux. Les ordres du berger sont l'équivalent humain des communications des chiens entre eux. Tommy sait que la meute a besoin que quelqu'un aille chercher un mouton qui s'est éloigné. Immédiatement, il se porte volontaire. Il veut prouver sa valeur. La relation entre les hommes et les chiens a été bénéfique pour les deux espèces. Les loups, les ancêtres des chiens, ont choisi de se rapprocher des hommes pour fuir le froid et voler de la nourriture. L'homme leur a fourni un abri et de la nourriture. En échange, les chiens aident l'homme à chasser, à garder les troupeaux et à tirer de lourdes charges. Mais les chiens ne sont pas seulement de gros bébés dépendants de l'homme et prêts à travailler dur pour lui faire plaisir. Les chiens aiment vivre avec les hommes autant que les hommes aiment partager leur quotidien avec les chiens. Pour Rosie, faire partie d'une meute est plus important que sa position dans la meute. Rosie! Il en est de même pour les hommes. Rosie! Rosie! L'individu qui est laissé de côté est un paria, un banni. Ce que veulent les chiens par-dessus tout, c'est faire partie de la meute, votre meute. Bien sûr, vous n'êtes pas un chien, mais vous êtes encore ce qu'il y a de mieux pour le remplacer.